Philippe, bonjour. Philippe Choutet, on te connaît finalement depuis de nombreuses années, tu suis la profession, tu suis Thierry Schifano et tu le conseilles dans toutes ces étapes de négociation sociale qui sont toujours très difficiles. Je t'ai entendu durant cette table ronde, tu as dit 2-3 choses qui sont extrêmement intéressantes. La première chose, finalement, pendant le confinement, les négociations, le fait de discuter tous les jours avec les syndicats, je sais que tu le prônes régulièrement, finalement ça s'est prolongé. On a continué à discuter avec les syndicats de salariés et finalement on a discuté de quoi et on aboutit à quoi? Effectivement, pendant la période de confinement, le dialogue social s'est poursuivi. Mais il s'est poursuivi de façon beaucoup plus légère que pendant la période habituelle des réunions entre les partenaires sociaux. À mon avis, il y a différentes explications. La première explication, c'est que c'est peut-être un mode nouveau d'échange. Bon, comme je l'ai dit, la négociation par la visioconférence, la négociation par la téléconférence, c'est pas facile. Alors qu'à la table de réunion, c'est pas facile non plus, mais on a un échange direct avec l'interlocuteur quand on est à la table de négociation. On perçoit dans un regard, alors on peut le voir aussi en visioconférence, mais en visioconférence, on ne voit pas forcément la réaction des autres interlocuteurs. Et c'est très intéressant en négociation, quand on échange avec une organisation syndicale, de voir quelle est la réaction, certes, de l'organisation intéressée, mais de voir aussi quelle est la position des autres organisations, éventuellement même aussi d'ailleurs, de voir un petit peu quel est le comportement des autres représentants patronaux, parce qu'on n'est pas forcément toujours à 100% sur la même ligne. Donc la période de confinement, certes, a permis le maintien, enfin n'a pas empêché le dialogue social de se poursuivre, mais pour moi c'est un dialogue social d'une nature différente, auquel nous ne sommes pas encore très habitués, et bon, je pense que c'est quand même toujours préférable. Bon, la réunion du 21 octobre va être en visio, on va la mener bien entendu, on ira chercher les mandats, mais je pense qu'il est préférable d'avoir l'échange en tête-à-tête en direct. Donc effectivement, une très bonne nouvelle, la discussion continue. Et là, je te projette dans le futur parce que tu l'as clairement dit sur la table, on a certainement quelques étapes importantes qui vont être franchies dans les mois et semaines qui viennent. Je voudrais que tu réagisses sur 2 de ces étapes. Oui. D'abord, l'enjeu des taux horaires, je pense que ça va être un des sujets du 21 octobre. Oui. Et puis l'enjeu de la protection sociale, parce que tu as dit dans la table ronde que finalement nous appartenons à une convention collective où cette discussion sur la protection sociale existe depuis longtemps et finalement elle n'existe pas beaucoup chez nous. Donc d'abord taux horaire et après protection sociale. Alors, sur les taux horaires, on a toujours la même logique qui est bien entendu, je l'ai dit, le taux horaire dans la convention collective correspond à ce qu'est le SMIC pour l'interprofessionnel. C'est-à-dire qu'une fois que le taux horaire a été modifié dans la convention collective, toute entreprise est tenue de respecter au moins ce niveau. Même chose, bien entendu, s'il n'y a pas de négociation au sein de la convention collective et que le SMIC sert de niveau balai, entre guillemets. La revalorisation au niveau de la convention collective, c'est-à-dire la revalorisation des conventionnels, est difficile parce que, d'une part, on a un minimum qui est le niveau du SMIC, et d'autre part, on a un autre niveau qui est le niveau qui nous est donné dans le cadre des mandats par les entreprises. Or, l'entreprise, pour se valoriser, il faut bien entendu que dans sa politique de rémunération réelle, puisse se situer au-dessus du conventionnel. Donc le conventionnel est coincé entre le niveau du SMIC et les capacités économiques des entreprises en matière salariale. La masse salariale dans une entreprise, que ce soit le transport sanitaire ou dans d'autres secteurs d'activité, représente un pourcentage considérable en termes de montant, en termes de coûts. C'est naturel, on est dans des activités de service et donc, et en plus dans des activités où il y a aussi du matériel qui est cher. Et donc le taux horaire, bien entendu, au niveau de la convention collective, doit évoluer, il doit être revalorisé, mais n'oublions pas qu'en plus on est dans une période économique très difficile, n'oublions pas qu'il ne faut pas que ça mette en péril la politique salariale des entreprises. Alors taux horaire, je comprends parfaitement Philippe, ça veut dire qu'effectivement on sort des 3 étapes de l'accord précédent en termes de taux horaire
et on va rentrer dans de nouvelles étapes de revalorisation de taux horaire. Alors la question que tu poses est intéressante parce qu'en fait, on a plusieurs possibilités. Soit on dit, on fait comme on a toujours fait avant 2016, c'est-à-dire une revalorisation pour l'année 2020 jusqu'à une échéance qui n'est jamais fixée par avance, bien entendu. Soit on se met dans une logique de revalorisation du conventionnel sur plusieurs étapes. On l'a fait dans d'autres secteurs, ça a été fait dans d'autres secteurs d'activité. On l'a fait dans le transport sanitaire en 2007, mais on l'avait fait précédemment dans d'autres secteurs d'activité touchant la convention collective. Et pour les dirigeants d'entreprise, c'était très intéressant parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité de la situation en termes de coût salarial. Et d'éviter de revenir autour de la table. D'éviter de revenir autour de la table. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut avoir intégré dans un accord de cette nature un engagement de se revoir en cours d'année, enfin en cours d'étape, pour apprécier si on est toujours bien positionné. Ce que je disais tout à l'heure, l'emploi B par rapport au SMIC, il a été à 6,65, 6,4, 6,8. Bon, on est quasiment sur une stabilité, c'est bien. Dernière étape, dernier point, je voudrais voir avec toi, Philippe, parce que là aussi, ça peut être un coup pour les entreprises. J'ai envie de dire cette fameuse prévoyance, ce IPRIAC dont on entend tous parler et dont on sait que l'IPRIAC qui existe effectivement chez les voyageurs et les marchandises, on ne pourra pas le payer celui-là. Qu'est-ce qui va se construire, qu'est-ce qui pourrait se construire en termes de prévoyance chez nous? J'ai précisé que l'IPRIAC était difficile à envisager. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du raisonnement, mais on pourrait peut-être avoir un dispositif de prise en charge d'un risque d'inaptitude du fait du port de charge, c'est-à-dire une sorte de risque squelettique. Essayer de voir si l'inaptitude à la conduite ne pourrait pas être plutôt la mise en place d'un régime d'inaptitude au port de charge, puisque dans le métier de financier, bien entendu, cette question-là est fondamentale. Mais on est dans un champ conventionnel où la protection, tout le dispositif de prévoyance a toujours été très important. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand les complémentaires de santé ont été mis en place, le transport sanitaire, c'est bien, c'est inscrit dans cette logique. Donc, le transport sanitaire, c'est pas inscrit dans les dispositifs de congé de fin d'activité. Le transport sanitaire n'est pas concerné par le régime car cette prévoyance obligatoire. Mais si on pouvait avoir un dispositif de prévoyance très adapté bien entendu aux spécificités des emplois du secteur, je pense que ce serait une bonne chose et ce serait une démonstration supplémentaire de l'intérêt que portent les dirigeants d'entreprise à toutes ces mesures de protection. Et comme l'a dit Bruno à un moment, ça peut contribuer à l'attraction du métier, à l'attractivité du métier. Philippe, merci beaucoup et encore pour cet éclairage que tu as avec nous depuis de nombreuses années. Merci. Merci Philippe.